Les titres de ce journal, le président de la République reçoit les rapports de la Cour des comptes et de la Commission nationale de réforme du secteur des médias. Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel en charge de la sécurité routière. Le ministre de la Défense inaugure le centre de simulation opérationnelle au collège de défense du G5 Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a reçu ce matin des mains du président de la Cour des comptes, maître Sayyidna Ali Ould El Jailani, le rapport annuel de la Cour pour l'année 2018. Au terme de cette audience, le président de la Cour des comptes a présenté quelques-uns des objectifs les plus importants du travail de la Cour des comptes dans le domaine de la surveillance, de la vérification et de l'évaluation. Je vous invite à suivre la traduction intégrale de la déclaration du président de la Cour des comptes avec Mohamed Khattab. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à qui j'ai remis le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2018, conformément à l'article 68 de l'ordonnance 2018-032 du 20 juillet 2018, relative à la Cour des comptes, qui stipule en son deuxième alinéa que le rapport annuel de la Cour des comptes est remis au président de la République par le président de la Cour des comptes avant la fin de l'exercice budgétaire suivant l'année en question. Ce rapport contient des observations et des recommandations les plus importantes résultant des fonctions de surveillance mises en œuvre par la Cour des comptes dans le cadre de l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de l'article 68 de la Constitution du 20 juillet 1991 qui stipule que la Cour des comptes est l'organe suprême indépendant chargé de contrôler les fonds publics. Voici quelques-uns des objectifs les plus importants du travail de la Cour des comptes dans le domaine de la surveillance, de la vérification et de l'évaluation. Protéger les fonds publics, améliorer les méthodes et techniques de gestion, dévoiler toute déviation, tout manquement, toute violation ou infraction aux règles juridiques, en particulier celles relatives à la gestion de manière à ce que, pour chaque cas, il puisse être procédé aux corrections nécessaires, à la comparution des responsables concernés, à l'obtention des remboursements, l'adoption de mesures susceptibles d'éviter la répétition de tels comportements ou de faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile. Dans le cadre de l'assistance de la Cour au Parlement en 2020, la Cour des comptes a mis 5 de ses membres à la disposition de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur des faits spécifiques. C'est ainsi qu'ils ont préparé et produit un rapport sur les faits en question, un rapport qui constitue l'épine dorsale des travaux de la commission parlementaire et qui a été incorporé au rapport annuel de la Cour des comptes. Il convient de noter que la corruption est un acte criminel et une trahison de l'honnêteté qui entrave le développement économique et social. Avec la même volonté employée à lutter contre la pandémie du coronavirus, nous devons donc tous sauver notre pays et redoubler d'efforts pour lutter contre la corruption et l'éradiquer. En conclusion, je ne peux qu'exprimer mon bonheur de rencontrer son Excellence le Président de la République et me réjouir de la volonté sincère qui l'anime de lutter contre la corruption, de protéger les deniers publics, d'améliorer la gouvernance et de rationaliser les ressources publiques. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a par ailleurs reçu le rapport final de la Commission nationale de réforme du secteur des médias, rapport qui lui a été remis par le président de la Commission, Mohamed Mahmoud Ould Waddadi, en présence des membres de la Commission. Au terme de cette audience, le président de la Commission a livré à la presse nationale, au nom des membres de la Commission, le discours adressé au président de la République. Je vous propose de suivre la traduction intégrale de ce discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la Commission nationale pour la réforme des médias que vous avez nommée le 21 juillet 2020,
Je suis honoré de vous présenter le rapport final sur la réforme du secteur des médias. Ce rapport se compose d'une présentation et du résumé d'un projet de feuille de route et de 4 chapitres. L'avant-garde, la naissance, diagnostic, suggestions et solutions. À travers ces chapitres et les multiples axes, la Commission présente 64 propositions pour la solution des problèmes posés sur le terrain qui sont détaillées dans 20 annexes. Voici quelques-unes des recommandations et suggestions les plus importantes formulées par la Commission. Préparer un code intégré des lois sur la presse en vigueur est proposé par la Commission, soulignant la nécessité d'une mise en œuvre urgente de ce qui est aujourd'hui approuvé, en particulier en ce qui concerne les cahiers de charges, des engagements et des contrats de programme. Légiférer au sujet du code de déontologie et relance du décret sur la carte de presse et les textes y afférents. Assurer l'accès aux sources d'information, créer un institut national des techniques d'information et de communication, mettre en place un conseil national de l'information, développer la gouvernance et revoir les pouvoirs des conseils d'administration et les prérogatives du directeur général des entreprises des médias, migrer de la diffusion analogique à la diffusion numérique terrestre, mettre en place et sécuriser une infrastructure d'ingénierie et la généralisation de la couverture universelle. Mobiliser et diversifier les ressources financières pour pérenniser le financement des médias et améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur. Ce document est présenté à l'origine en arabe en 5 exemplaires papier sur 3 disques électroniques, un exemplaire papier en français, un autre en version électronique en français également. À cette occasion, nous ne pouvons que vous remercier sincèrement, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la perspicacité de votre vision, la liberté et les pouvoirs que vous nous attribuez, du soin dont vous nous avez entourés, les moyens qui nous sont fournis pour accomplir ce travail. Nos remerciements vont aux directeurs de cabinet, aux conseillers et aux chargés de mission pour leur attention et leur soutien. Ce travail, après Allah, vous est dû à vous et à vos collaborateurs. Les contributions de centaines de responsables de l'État, d'instances de régulation, de contrôle et de gestion, de personnalités ressources, d'experts, de responsables d'institutions publiques et privées, des syndicats, des ligues, d'associations, de groupements et de journalistes de différentes générations, tous ont fait des contributions indispensables. Qu'ils trouvent l'expression de notre reconnaissance et nous les remercions. Demandant à Allah le Tout-Puissant que ce travail soit au nombre des bonnes actions de tous, nous souhaitons qu'il devienne un pilier de base du processus de réforme de cette grande profession, de sorte que soit consolidée et rendue citoyenne la pratique de la profession pour contribuer à la clarification des concepts y afférents. La Commission espère également que ces travaux seront également des éléments constitutifs des médias mauritaniens sophistiqués, capables de répondre aux exigences de l'heure et de contribuer efficacement au renforcement de la liberté de la presse et au rétablissement de la présence politique, scientifique et culturelle de la Mauritanie. Dans le corps du rapport, nous espérons également que la répétition de certaines propositions ne crée pas de confusion, car la répétition est intentionnelle dans les titres, mais suivant l'angle de formulation, elle varie en fonction du contenu dicté par les chapitres et l'axe, et la différence entre les deux formulations ne peut être plus que le simple remplacement d'un nom par un verbe requis sur le plan méthodologique. Vous noterez dans le rapport la multiplicité des annexes. La raison en est d'abord la complexité des axes et leurs interconnexions les uns avec les autres, le soin de maintenir la lisibilité du corps de sorte à en alourdir de nombreux détails qui risqueraient de faire perdre au lecteur le fil de lecture. Ces annexes ne sont pas disposées en fonction de leur importance, mais suivant l'ordre des citations dans les textes. Afin de clarifier le texte, il conviendrait d'organiser des journées ouvertes pour expliquer les approches, idées et suggestions qui ont été adoptées. Nous ne doutons pas que ceux qui en ont la capacité compléteront l'absence de ce texte dans l'espoir que les défauts n'entravent pas l'exécution des réformes proposées dans les meilleurs délais et que la complexité et la détérioration des conditions de la profession n'empêchent pas de prendre conscience de son importance croissante.
Du côté de la primature, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui la réunion du comité interministériel en charge de la sécurité routière. Au cours de la réunion, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ahmedou Mohamedou Mhaïmid, a présenté un exposé faisant état du bilan de l'action de son département dans le domaine et les moyens logistiques mobilisés par les autorités publiques pour parvenir à cette fin, comme les moyens de transport, les équipements d'intervention rapide et la logistique destinée à la réouverture des routes. Pour relever les défis constatés, le comité interministériel a recommandé davantage de coordination entre les intervenants et à des niveaux différents. Il s'agit de l'identification des compétences et des responsabilités entre les autorités opérant sur le terrain sécuritaire, sanitaire, administrative ou responsable du ministère de l'Équipement et des Transports. Sur ce point précis, le comité a suggéré de confier la coordination aux unités de la gendarmerie installées sur les axes routiers et à celles de la police dans le milieu urbain afin d'organiser les opérations d'intervention, de sécuriser les lieux et de définir les rôles des équipes intervenant, qu'elles soient sanitaires, sécuritaires ou de la délégation générale pour la sécurité civile. Intensification des efforts de prévention des accidents de la voie publique par la sensibilisation, le contrôle et, en cas de besoin, la pénalisation et la rigueur dans l'application des règles de la SR et du code de la route. Les sociétés d'assurance sont tenues d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis des assurés et, s'il le faut, par la force de la loi. Notre pays a officiellement annoncé son soutien à la candidature du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour un second mandat. La Mauritanie s'est en outre félicitée dans un communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur des efforts de l'Organisation des Nations Unies et de son approche participative pour résoudre les problèmes qui ont longtemps duré au niveau du continent africain. Le communiqué souligne que la République islamique de Mauritanie se félicite beaucoup des efforts de la communauté internationale sous la direction du secrétaire général et de son approche participative pour résoudre les anciens problèmes au niveau du continent africain et pour appuyer la sécurité, la stabilité et le développement dans la région du Sahel et dans l'ensemble du continent, tout en exprimant le vœu de voir ses acquis se renforcer et le bilan des réalisations se consolider. Le collège de défense du G5 Sahel basé à Nouakchott se renforce par la création en son sein d'un centre de simulation opérationnelle. La nouvelle structure a été inaugurée ce mardi donc, par le ministre de la Défense nationale et président du Conseil des ministres de la Défense du groupe des 5 pays du Sahel, Hanan Ould Sidi. Ce centre permettra de dispenser la formation académique et militaire requise dans le contexte du G5 Sahel, conformément aux dernières normes techniques en vigueur dans ce domaine. Abdoul Adamaba. Le collège de défense du G5 Sahel a été doté d'un centre de simulation opérationnelle. Cet outil permettra aux stagiaires de bénéficier d'un cadre adéquat pour la conduite d'exercices militaires à l'aide de matériel de simulation utilisant les technologies modernes à l'image de l'intelligence artificielle. La cérémonie d'inauguration de ce centre a été supervisée par le ministre de la Défense nationale, président du Conseil des ministres de la Défense du groupe des pays du G5 Sahel, Hanan Ould Sidi. Ce en présence du chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Bambaoul Maguette. L'importance de la simulation n'est plus à démontrer, notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'entraînement des forces. C'est l'option d'avenir sur le plan pédagogique. Elle permet une économie des moyens humains et matériels
un gain de temps et une capacité d'assimilation plus grande par la possibilité de répétition et de rejeu. Aussi permet-elle de rapprocher au maximum l'apprenant de la réalité de la problématique étudiée, ce qui lui facilite la compréhension rapide. Ce centre donc va contribuer sans nul doute et de manière significative au renforcement des capacités pédagogiques du collège. Il permettra d'intégrer étroitement l'ingénierie pédagogique, l'exercice et l'outil de simulation. Il ajoute une plus-value importante, en particulier à l'enseignement opérationnel, qui constitue le socle de l'enseignement au collège. Le soutien de la France. C'est un soutien qui s'exprime aux côtés d'autres acteurs centraux pour le Collège de défense du G5 Sahel. En premier lieu, évidemment, la Mauritanie, le pays hôte. La Mauritanie dont on connaît le rôle central dans la création du G5 Sahel lui-même et évidemment dans la création, la mise en place du Collège de défense, puisque la Mauritanie a mis à disposition cette infrastructure, puisque la Mauritanie fournit non seulement des équipements, des moyens de fonctionnement, mais aussi fournit un fort quota de ressources humaines sans lesquelles cet outil que constitue cette école de guerre, ce collège de défense ne pourrait pas fonctionner. Les personnalités qui ont pris part à ces rencontres se sont rendues dans les différents compartiments de cette structure dont les fonds baptismaux ont été mis en place en 2019. Le Collège de défense du G5 Sahel est la première école de guerre internationale à vocation régionale. Il contribue à uniformiser les doctrines et méthodes et servir de cadre d'étude et de réflexion pour les problématiques d'ordre sécuritaire et de développement au niveau de la sous-région. Après les villes de Bogué, Sélibabi et Bouhat, c'est au tour de la ville millénaire de Chenguiti de se voir dotée d'un centre régional pour l'enseignement originel. L'édifice pédagogique a été officiellement ouvert par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi ou Amar Talib, a indiqué que ces 4 centres combinent l'enseignement originel et moderne. Mohamed Khattab. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi ou Amar Talib, a supervisé aujourd'hui dans la ville de Chenguiti, en compagnie du Wali de l'Adrar Haddadi Mbali Yatera, l'ouverture de l'Institut régional pour l'enseignement originel, le 4e du genre après celui de Bogué, de Bourat et de Sélibabi. Inauguration qui donne le coup d'envoi du début des cours dans ces édifices scientifiques, devant permettre aux étudiants, au bout de 3 ans, d'accéder à l'enseignement supérieur. L'occasion pour le ministre de déclarer que l'ouverture de ces instituts dans 4 wilayas intervient dans le cadre des directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et que le choix de la ville de Chenguiti n'est pas fortuit, mais vient en reconnaissance du rôle de cette ville historique et le statut dont elle jouit auprès des autorités publiques, mais également pour son rayonnement culturel, étant le berceau de l'enseignement originel. Il a également indiqué que ces établissements se caractérisent par la combinaison de l'enseignement originel et moderne afin de développer les compétences des disciples pour leur permettre d'avoir des formations qualifiantes en conformité avec les exigences du marché du travail. Les populations ont loué la consécration de leur ville pour abriter le lancement de l'ouverture de ces instituts d'enseignement originel. Le maire de Chenguiti, Mohamed Ould Amar, a salué cette initiative, notant l'importante place de la ville de Chenguiti et ses nombreuses contributions dans divers domaines historiques et culturels. Le ministre s'est enquis du déroulement des cours et a écouté des explications fournies par les responsable de l'Institut, l'établissement enseignant à ce jour 30 élèves, dont 21 filles, qui suivent leurs études et bénéficient d'une bourse mensuelle conséquente. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original s'est ensuite rendu à Attar où il a visité la direction régionale de l'enseignement originel et le conseil scientifique de la Fondation des oulémas mauritaniens dans la wilaya de l'Adrar. Au cours de toutes ces étapes, le ministre était accompagné par le Wali, les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de l'Adrar.
Nous restons dans le domaine éducatif pour parler de ce chèque de 1,5 milliard d'anciennes Zouguia, représentant la première tranche d'une subvention allouée par le département de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme au profit des opérateurs de l'enseignement privé pour faire face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Abdoul Adamaba. Cette cérémonie qui s'est tenue à l'Institut pédagogique national a constitué une occasion pour les pouvoirs publics de remettre aux opérateurs, dans le cadre de l'enseignement privé, aussi bien le primaire, le secondaire, l'enseignement technique et supérieur, un appui d'un montant global estimé à 1,5 milliard de l'ancienne Ouïa. Cette aide rentre dans le cadre de l'appui des autorités à ce secteur afin que ces derniers puissent être en mesure de juguler les effets néfastes liés à la Covid-19. Cette rencontre, qui a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Mohamed Melaini Woul-Eye, ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, a affirmé que le secteur de l'enseignement privé bénéficie de la même attention de la part des autorités que celui de l'enseignement public. Il a aussi, au cours de cette cérémonie, remercié les acteurs de ce secteur et exprimer l'engagement de l'État à appuyer les écoles privées en les dotant de matériel pédagogique nécessaire. Le président des opérateurs de l'enseignement privé, Mohamed Sissé, a au nom des acteurs de ce pan du système éducatif remercié les pouvoirs publics pour cette aide. Après cette cérémonie, les acteurs de l'enseignement privé ont reçu des supports pédagogiques de la part du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, dont des manuels scolaires et supports électroniques contenant le programme d'enseignement. Parlons maintenant des décorations que l'État continue de décerner aux loyaux fils de la nation en reconnaissance à leur dévouement et sacrifice pour la patrie. Dans ce cadre, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a décoré aujourd'hui de la médaille d'honneur première classe au nom du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Abdallahi Ould Mohamed El Hassan, chef de service administratif à la Société des bacs de Mauritanie, et Ahmed Ould Salik, planton au ministère, et de la médaille d'honneur troisième classe, Bouilil Ould Abdallahi, chauffeur à l'autorité de régulation des transports, et Abdallahi Ali Gandega, chef de service de la maintenance à l'Office national de météorologie. Des fonctionnaires relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie de l'information et de la communication n'étaient pas en reste. Mohamed Fadloul Did, recteur adjoint de l'université de Nouakchott El Asriya, et Abdallahi Ould Mohameden El Kerim, directeur des études à l'école normale supérieure, ont été décorés par leur ministre Sidi Ould Salem, également porte-parole du gouvernement, de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national. Leur collègue Alassane Seydou Kébé, secrétaire général de la faculté des sciences et techniques à l'université de Nouakchott El Asriya, a été décoré de la médaille de l'ordre du mérite national, tandis que Itawal Amrou ou Mohamed Mahmoud ou Abd Salam, chef de service à la direction des ressources humaines au ministère, et Sibri Soukalo Dawo, chef du service des inscriptions à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, ont été respectivement décorés de la médaille d'honneur de première et deuxième classe. Pour la première fois depuis quelques mois, il n'y a pas eu de point de presse aujourd'hui relatif au dernier bilan. Cependant, les services du ministère de la Santé ont enregistré durant ces 24 heures 61 guérisons, 27 nouveaux cas et malheureusement un décès. La présidente de la région de Nouakchott, Fatimatou Abdelmalik, a effectué ce matin 2 visites d'information. La première au niveau du quartier de Dubaï, relevant de la Muqata'a de Toujounoun, pour s'enquérir de l'approvisionnement permanent des réserves d'eau
et la seconde visite lui a permis de constater le niveau de rendement des jardins maraîchers dans le quartier Tarhil de Riyad. Ce projet intitulé Reverdir et nourrir est financé conjointement par la région et la commission de l'UNESCO El Haj Abdallah Eddine. C'est dans le but de suivre la mise en œuvre des projets de disponibilisation d'eau potable dans les quartiers périphériques des 3 wilayas de Nouakchott que la présidente du conseil régional de Nouakchott a effectué une visite d'information dans les quartiers dénommés Dubaï City à Toujounine, comprenant 18 points de distribution d'eau potable au profit des populations du quartier. L'objectif de la visite est de s'informer de l'opération d'approvisionnement des cuves d'eau en cette matière indispensable à la vie des populations. Dans une seconde étape de la visite, la présidente du conseil régional de Nouakchott a supervisé l'inauguration d'un projet d'appui pour la culture maraîchère et le reboisement des lotissements 16 et 17 de la Muqata'a d'Arafat. Ce projet, objet d'une coopération bipartite réunissant la région de Nouakchott et l'UNESCO, vise à aider les coopératives féminines et les associations de jeunes afin qu'elles puissent être capables de contribuer à la promotion de l'agriculture en milieu urbain, particulièrement dans les quartiers périphériques. À cette occasion, la présidente du conseil régional a expliqué l'objectif de cette visite. Les opérations de reboisement qui se font dans les quartiers, notamment dans les rues des quartiers de Tarhil, mais aussi ces espaces de culture, de maraîchage que nous avons opérés avec des coopératives féminines. C'est l'occasion pour moi de remercier vivement l'UNESCO pour l'appui pour ce projet que nous avons dénommé Nourrir et Verdir, dans sa composante, en tout cas au niveau des quartiers. Et nous avons constaté aussi les efforts fournis, consentis par les femmes dans le cadre du maraîchage. Nous avons vu la production qui est extrêmement importante. C'est l'occasion de les remercier aussi, de remercier les clubs de jeunes qui les ont accompagnés. Cette femme bénéficiaire déclare que ce projet exécuté par la région de Nouakchott emploie 25 femmes. Elle ajoute que leur champ agricole produit divers légumes tels que la betterave, le navet, la tomate, les aubergines et les carottes. Elle conclut en déclarant qu'elles assurent une permanence pour la gestion du champ. Cette visite de terrain effectuée par la présidente du conseil régional de Nouakchott a pour objet le suivi des projets de développement lancés par la région et exécutés au profit des populations les plus démunies des quartiers périphériques. Nous allons à présent nous rendre dans 2 localités du pays pour suivre l'opération de cash transfert diligentée par la délégation générale Ta'azour au profit de familles démunies. Mohamed Khattat s'est intéressé à la remise des fonds et au nombre des bénéficiaires de cette subvention dans les villes de Jid el-Mohgen au Trarza et Guerrou en Assaba. À Guérou se poursuivent dans la transparence les opérations de cash transfert initiées par les pouvoirs publics par le biais de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Une opération qui profite à des milliers de familles pour atténuer les conséquences socio-économiques de la pandémie de la Covid-19. Venu s'enquérir du déroulement de cette opération, le hakem de la Muqata'a de Guérou s'est félicité de la bonne ambiance qui règne pour cette seconde distribution de sommes allouées aux 2187 bénéficiaires après la commune de Oued Jerid où 415 familles nécessiteuses ont été servies sans encombre. Je suis très pauvre et j'ai des enfants en bas âge, dit cette femme. Cet argent m'est d'un grand secours. Je ne peux que remercier le président de la République. Nous remercions l'État pour cette aide généreuse qui vient à point nommé, dit cet homme, ajoutant qu'il y a des gens dans le besoin total. J'ai des orphelins et je vis seul. Cet argent m'est d'un grand secours, dit cette autre femme. Une enveloppe de 56 millions d'anciens Ouguiya profitera à 2500 familles vulnérables à Guérou et à ses 4 communes grâce à un système biométrique qui permet aux bénéficiaires de percevoir ce cash transfert sans se tromper. Avec l'avènement de la seconde vague du coronavirus et ce qui s'en est suivi comme mesure de freinage, notamment la fermeture des frontières pour lutter contre la circulation du virus de la Covid-19, la commune de Jid el-Mohgen a été durement frappée
par les conséquences socio-économiques de la pandémie, les populations vivant pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les deux rives. C'est pour atténuer ces conséquences néfastes nées du coronavirus qu'intervient la seconde opération de cash et transfert allouant des aides financières aux populations vulnérables. Selon le maire de Jeddah el-Mouhgen, nous saluons ces opérations de cash et transfert de Thé Azour parce que les populations en ont grandement besoin, surtout dans le contexte sanitaire actuel. Les populations en sont très contentes et louent ces gestes des autorités publiques. Je viens de celui-ci dans le cadre des opérations Thé Azour et Thé Kavoul. Les opérations sont transparentes. Nous prenons les cartes d'identité des bénéficiaires dont nous regardons la conformité avec nos registres et nous les payons. J'ai perçu 15 000 ouguiya avec Thé Kavoul et 22 500 ouguiya avec Thé Azour, 17 femmes. J'en remercie le président de la République et prie pour lui. Cet argent est le bienvenu car nous en avons vraiment besoin, 17 hommes, et nous demandons à Dieu de protéger notre pays et notre président. Il est à noter que ces opérations profitent à 2251 bénéficiaires qui se partagent une enveloppe de 24 712 500 ouguiya. Nyohowalo dans le Gorgol et Beikit Lahwash dans le Hod Sharqi, deux localités distantes de plusieurs centaines de kilomètres, mais qui partagent une vocation commune, la culture des légumes. Une expérience qui commence à donner de part et d'autre de bons résultats. Garmi Tegedi. La localité de Narwal relevant de la wilaya du Gorgol se distingue par la culture maraîchère. La coopérative de Tolbol Nerwalou offre l'opportunité d'emploi à une centaine de femmes, chefs de famille, qui travaillent dans le domaine de la culture maraîchère. L'horticulture maraîchère est très développée dans la wilaya du Gorgol. Avant l'intervention de ce projet, nous avions énormément de difficultés dans cette cultivatrice. Nous avons été dotés d'équipements de travail, ce qui nous a permis d'avoir un revenu mensuel constant. L'horticulture maraîchère permet aux femmes chefs de famille d'avoir une autonomie financière. Le projet de développement de filières inclusives Prodofi finance les coopératives et les accompagne dans le processus de la culture maraîchère afin qu'elles puissent être autonomes. C'est à partir de ces champs maraîchers que les localités voisines s'approvisionnent en fruits et légumes. En Beikit el-Ahwash également, la culture maraîchère continue à connaître un essor qui s'inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement pour le développement de l'agriculture dans le pays. Ces agriculteurs demandent au pouvoir public de l'aide pour se savoir octroyer des grillages pour protéger les périmètres déjà cultivés. En Beikit el-Ahwash, la culture se fait en deux saisons, une saison hivernale et une contre-saison. Les champs maraîchers de Beikit el-Ahwash regroupent des centaines de coopératives féminines et des dizaines de sans-emploi qui se sont lancés dans la culture maraîchère. Nous reformons ce journal par l'actualité à Nouadhibou, dans laquelle se sont achevés aujourd'hui les travaux de l'atelier relatif au projet de réduction des risques de catastrophes au Sahel. Cette dernière journée était consacrée à l'élaboration d'une base de données sur les besoins de la wilaya en période de catastrophe. Hourou Lemouilah. Cet atelier est initié par la Délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et des effets de la pandémie du Covid-19. Il s'agit pour les participants de concevoir un formulaire de collecte des données générales sur cette pandémie et ses impacts multidimensionnels. Cet intervenant déclare que l'atelier vise à former des jeunes pour qu'ils soient capables de collecter des données pour permettre aux services régionaux de faire face à la pandémie de Covid-19. Cette participante affirme que la pandémie de Covid-19 a eu des répercussions négatives, particulièrement sur le secteur agricole et pastoral. Nous allons, ajoutait-elle, collecter des données générales en remplissant le formulaire diagnostiquant la situation multidimensionnelle. Cet autre déclare: nous allons procéder à la collecte des informations pour évaluer les besoins de la ville en cette période de pandémie. Notre but, dit-il, est de s'informer des nécessités des populations afin qu'elles soient mieux adaptées à la pandémie qui sévit à travers le monde. Les participants à la formation provenant de la société civile et des différents services ont reçu des explications détaillées sur les objectifs de cette étude dont la réalisation durera 4 semaines. Une étude qui vise à élaborer une base de données fiable à la lumière de laquelle des politiques et des interventions sectorielles seront conçues et programmées pour faire face aux catastrophes au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Le rappel à présent des principaux titres de ce journal.
Le président de la République reçoit les rapports de la Cour des comptes et de la Commission nationale de réforme du secteur des médias. Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel en charge de la sécurité routière. Le ministre de la Défense inaugure le centre de simulation opérationnelle au collège de défense du G5. Merci pour votre attention. Excellente suite de programmes avec les émissions d'El Mauritania.